C'est l'heure du sonneur. Bonjour Alexandre Langlois, bonjour Régis de Castelnau. Bonjour Clémence. Bonjour Clémence. Va falloir remettre un peu ça d'équerre. Hein. Maintenant, je veux un seul bonjour tous ensemble, Ah oui, Alexandre c'est vrai, Langlois. c'est vrai, oui. Bah Non, oui. non. Il faut qu'on s'entraîne. C'est la rentrée, hein. On y va doucement. Alexandre Langlois, allez, je cite votre dernier livre, Essayer la démocratie aux belles masseries de la Macronie, édition Telma, Régis de Castelnau. Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Et on va parler politique justement pour commencer, avant de rentrer vraiment dans le sujet police-justice. Eh bien, notre Premier ministre, la série Netflix la plus mauvaise de l'année quand même, hein, qui pour Matignon, c'est le nom de cette série, qui n'en finit pas de s'étirer. Alors, on nous avait fait croire à un rebondissement hier avec la nomination, pourquoi pas, de Xavier Bertrand ou Bernard Cazeneuve. Eh ben, c'est reparti pour la quête ultime d'Emmanuel Macron, un homme pour Matignon. Alors, il y a de nouveaux noms qui émergent, hein, David Lisnard, et puis finalement, on nous a dit, bah non, c'est pas lui, ce sera plutôt Michel Barnier, avec qui Emmanuel Macron avait déjà travaillé. Bref, ça ferait un peu plouf parce qu'on attend des nouveaux et puis finalement, on revient toujours sur du déjà consommé. Et je voulais, avant de vous donner la parole, vous faire voir quand même cette image d'Agence France Presque, un compte sur Twitter humoristique qui écrit nomination Premier ministre Emmanuel Macron consultera un député par jour durant les 577 prochains jours pour être certain de son choix. Eh bien, c'est un peu l'impression que ça nous donne. Je vous pose la question à tous les deux, ce que vous en pensez. Alexandre Langlois, pour commencer. Je pense qu'en fait, Emmanuel Macron, en 2019, avait raison. En 2019, il avait dit un président de la République qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale devrait démissionner car il n'est pas dans l'esprit de la Ve République. Tout à fait. Et moi, j'étais parfaitement d'accord avec Emmanuel Macron. Oui. Malheureusement, on n'a plus le même modèle. On a non. un nouveau modèle, le nouveau logiciel a été rechangé et ça, c'était quand il avait la majorité absolue. Ouais. Donc, c'est assez intéressant d'être d'accord avec soi-même quand les choses sont différentes. Enfin, voilà. Donc, sûrement, le feuilleton va continuer. Il y avait aussi des gens qui se posent la question de se dire, comme l'avait évoqué Bruno Le Maire, en disant que si jamais il y avait un budget qui n'était pas voté et carré pour octobre 2024, Oui. il y avait des risques d'être sous tutelle de l'Europe et du FMI. Est-ce que Emmanuel Macron ne tente pas ça aussi en disant on pourrit encore 2 mois et puis on sera sous tutelle d'organismes internationaux comme ils veulent faire. Comme ça, il n'y aura même plus de faux semblants. Parce qu'au final, quel que soit le Premier ministre qui va nommer, il y aura toujours des gens mécontents parce qu'à chaque fois, il va choisir quelqu'un de clivant. Et même les gens pas clivants, c'est des gens de l'ancien temps. Je veux dire que ce soit Cazeneuve, Bertrand, tout ça. Donc voilà. Quoique Cazeneuve, il y a une anecdote rigolote, c'est que quand il était Premier ministre, il avait quand même fait condamner en express une personne pour qu'il avait traité de votre gouvernement et votre bande de bras cassés. Il avait immédiatement présenté ses excuses à l'époque, cette personne, en disant j'ai peut-être été un peu trop violent avec le Premier ministre, qu'il avait envoyé la lettre au service du Premier ministre. Oui. Malgré ses excuses, la justice a fait son travail avec sévérité, 3 mois de prison avec sursis, et jugé en quelques mois, bien sûr. Je pense que c'est une petite anecdote. Donc ça montre qu'il choisit quand même des gens qui sont capables d'accepter les outrages, je veux dire, et les crimes de lèse-majesté. De célérité dans l'acte. Dans l'acte, voilà, pour les gens qui oseraient critiquer. Voilà, donc Xavier Bertrand, pareil, l'ancien monde. Donc, il choisit des gens qui seront tellement soit insipides, mais donc, du coup, les côtés NFP et RN n'en voudront pas. Donc, voilà. Donc, en fait, je pense qu'on va avoir un feuilleton pendant longtemps et avec quelque chose aussi d'assez paradoxal pour les institutions de la Ve République. Oui. C'est que normalement, le président de la République a un rôle d'arbitre dans ces situations-là et c'est lui qui doit présenter un Premier ministre et dire voilà, moi, j'ai fait ce choix-là. Ce Premier ministre aura un gouvernement et on va faire en sorte que moi, je sois au-dessus de la mêlée. Et lui, il a inversé les choses en disant c'est les partis politiques, vous vous débrouillez, vous allez me dire qui je dois mettre. Et maintenant, renvoyez-vous la balle. Et donc, c'est la foire d'empoigne. Oui, parce qu'en fait, ça, c'est la communication. Parce qu'évidemment, il ne se repose pas sur les partis politiques, mais c'est une façon de faire retomber la pression sur les partis politiques. Oui, mais voilà, donc c'est toujours du jeu d'image, d'acteurs, enfin voilà, mais très mauvais acteurs. Mais derrière ça, c'est qu'en fait, même sur la communication, elle est à l'inverse de ce que devrait être la Ve République. Il n'est pas au-dessus de la mêlée, il est carrément dedans. Puis bien sûr, après, c'est juste des petits coups politiques. Donc c'est dommage. Et puis après, cette hypocrisie, puisque du coup, je vais dire du bien de Jean-Luc Mélenchon, quand il avait dit il n'y aura pas de ministre LFI dans le gouvernement Lucie Castès si c'est ça le problème. Et en fait, c'est pas ça le problème. C'est que Emmanuel Macron veut garder la main sur qui il va nommer, quoi qu'il arrive. Et après, toutes les excuses derrière tomberont une par une et ce sera valable pour tout le monde. Donc en fait, les masques tombent et je pense qu'on n'a pas fini d'avoir ce feuilleton. Je croyais que c'était un feuilleton de l'été. Alors je pense que ça va être un feuilleton long.
Ouais, ça c'est une question, hein, Régis de Castelnau. À votre avis, on est parti pour longtemps là parce que c'est plus très drôle en fait déjà et ça a fini par nous lasser. Même BFM, je pense qu'il commence par être lassé, c'est pour dire. Hein. Et puis surtout, est-ce que, parlons un peu plus sérieusement, est-ce que juridiquement et constitutionnellement là, on est encore dans les clous? Non. Non, ça peut durer longtemps. Moi, je suis d'accord avec Alexandre, ça peut durer longtemps pour deux raisons. La première raison, c'est que Emmanuel Macron, rappelons-nous comment il est arrivé au pouvoir, il est sorti de nulle part, il a été choisi par la haute fonction publique d'État socialiste et donc il a été élu grâce à un concours de circonstances et à un coup d'État judiciaire. Donc, je veux dire, on se retrouve avec un gars dont moi je considère que c'est un psychopathe. Donc, il est aujourd'hui, après nous avoir dit il y a les Jeux, etc., que je pouvais comprendre, hein, sur les Jeux Olympiques, ce que je pouvais comprendre. Oui, mais on avait déjà discuté là-dessus. Oui. Il a pris ça comme argument. On a les Jeux, mais c'est lui qui a déclenché la dissolution avant les Jeux. Donc de toute façon, il s'est mis dans cette situation. Oui, mais le bazar, c'était pas un élément extérieur. Oui. Le bazar qu'on connaît, c'est lui qui l'a créé. Mais maintenant, il fait durer parce que il se mêle de ce qui ne le regarde pas. Hein, et donc, on n'est pas dans les clous constitutionnels. Il a une compétence liée, c'est-à-dire qu'il doit nommer un Premier ministre. La Constitution dit le président nomme le Premier ministre. C'est pas peut nommer, doit nommer, c'est nomme le Premier ministre. C'est impératif. Bon, donc après qu'il fasse attention à qui il nomme, c'est normal. Hein, mais là, actuellement, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire quelque chose qui viole la Constitution, c'est-à-dire qu'il se préoccupe de ce que va penser l'Assemblée nationale, alors que c'est à l'Assemblée nationale de se déterminer. Il nomme le Premier ministre, mais ceux qui choisissent le Premier ministre et le gouvernement, c'est l'Assemblée nationale. On le renverse pas, etc. Donc, il s'ingère dans une compétence qui est celle du pouvoir législatif dans une république parlementaire. Donc, ça peut durer longtemps parce que il est décidé, et je l'ai vu dans les discussions, parce qu'on parle beaucoup du Premier ministre, mais il ne faut pas oublier que le dit Premier ministre devra constituer un gouvernement. Oui. Alors là, on va voir le bazar. Hein, qui sera ministre de l'Intérieur, qui sera ministre des Affaires étrangères, est-ce qu'on se débarrassera de M. Séjourné, etc. Sauf qu'on apprend que dans les discussions, il dit « Ah oui, non, mais ça, c'est moi qui décide qui sera ministre des Affaires étrangères, qui sera ministre de la Justice. » Non, Monsieur le Président, c'est pas vous. Vous, le Premier ministre que vous nommez, vous présente des ministres et vous les nommez. Vous n'avez pas le choix. C'est pas vous qui décidez qui sera ministre, c'est le Parlement. Bon, donc ça, la première donnée, elle est que ça peut durer longtemps parce que nous avons quelqu'un qui... Régis, si on tire un peu ce scénario de ça peut durer longtemps, ça peut durer jusqu'à la prochaine élection. Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais donner la deuxième raison pour laquelle il y a le risque que ça dure longtemps, en tout cas trop longtemps. C'est qu'on a la classe politique la plus lâche de l'histoire de l'univers, quand même. Hein. Non, mais c'est quand même faramineux. Oui. Quoi. Hein, je veux dire, depuis la création il y a 13 milliards d'années, on a les types les plus veules, femmes ou hommes d'ailleurs, hein, qui sont là. Il n'y a que 81 parlementaires qui ont signé la motion de destitution. Et les autres, ah oui, non, mais tu comprends, je vais pouvoir avoir un poste, je vais pouvoir faire ci. Ah non, mais Cazeneuve, il m'a dit que, etc. Alors qu'il devrait y avoir une conférence de presse de tous les chefs de parti, hein, et qui devrait dire, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que le comportement d'Emmanuel Macron qui piétine la Constitution pose... Il n'est possible que parce qu'il n'y a pas d'opposition, oui. Il est possible que parce qu'il n'y a pas d'opposition, et cette attitude pose la question de ce président non renouvelable dont il est urgent qu'il s'en aille. Je veux dire, et là, moi, je serais ravi qu'on s'en débarrasse. Hein, vous connaissez l'affection que j'ai pour lui. Mais non, pour l'intérêt du pays, il faut qu'il s'en aille. D'ailleurs,
C'est ce qu'a bien compris Édouard Philippe, hein, qui, comme par hasard, à 2 ans et demi, plus de 2 ans et demi de l'échéance, présente sa candidature. Alors, à votre question, et Oui. je termine avec ça, Clémence, à votre question, est-ce que ça peut durer longtemps? Moi, je pense que ça dépend des Français. Hein. Je pense que si les Français finissent par s'exaspérer, ce que je souhaiterais, et qu'il y ait une dynamique politique qui se crée en écho avec ce qui se passe dans la classe politique, il est possible que les rapports de force évoluent et que cette pantalonnade se termine soit par la nomination d'un Premier ministre, et on verra ce que le Parlement dira, et ensuite, ou le départ d'Emmanuel Macron. Faut pas l'exclure. Faut pas l'exclure. Ça peut s'aggraver très vite. Je ne sais pas hein, si ce sera le cas. Juste allons un tout petit peu, parce qu'on peut revenir sur un peu politique encore une fois, sur l'opposition qui ne s'oppose pas. En fait, on en a déjà parlé hier. C'est vrai qu'on a LFI et RN qui ont tout intérêt à surtout faire carpette, à laisser bien le système s'écrouler, à bien montrer, regardez, sans nous, c'est le chaos, et à revenir fanfaronnant pour la prochaine présidentielle. Personne de chez eux n'a intérêt. Alors, LFI joue la comédie avec leur histoire de destitution. Et puis voilà, le RN montre qu'ils sont présentables et qu'ils ne vont rien bloquer, etc., qu'ils sont républicains, parce que c'est ce qu'ils veulent absolument prouver. Donc, on est aussi dans ce scénario-là où, en fait, ceux qui ont des visées un peu plus lointaines eh bien, se mettent de côté dans l'ombre. Et puis, pour le coup, les autres qui ne sont de toute façon plus de l'opposition, mais le bloc central, ils vont à la soupe comme d'habitude. Donc, il n'y a pas tant d'étonnement. Et alors, c'est là où je ne sais pas trop comment on peut avoir un relais d'un mécontentement populaire aujourd'hui, parce que je ne vois pas par qui. Alors, Clémence, moi, je pense que la situation que vous venez de décrire, elle est le fruit, de l'initiative de Macron et également de ce que M. Mélenchon et M. Faure ont déclenché au soir du 30 juin. Je rappelle que le 9 juin, aux européennes, le RN est largement devant. Ouais. C'est une victoire du RN. Le 30 au soir, premier tour, c'est une victoire du RN. La gauche est à 27%, le RN à 34 ou 33. Enfin, bon. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Se crée un bloc. Nous avons LFI qui vient et qui dit, LFI, le NFP, pardon, je vais dire le NFP parce qu'ils sont tous d'accord là-dessus, qui vient et qui dit, non, attendez, c'est horrible, les nazis arrivent, ils vont manger les petits-enfants dès le 8 au matin, et par conséquent, on va faire alliance avec Macron. On va faire du castorisme, hein, on va battre Macron en votant pour lui. Et moyennant quoi, on se retrouve avec le résultat. On imaginait, y compris le RN, imaginait qu'il allait arriver proche du pouvoir. Majorité relative, majorité absolue, les projections le disaient. Ah non. On a un bloc qui a dit niet, on n'en veut pas. Donc c'est une majorité assez large. Et à ce moment-là, l'Assemblée s'installe et on dit au RN, vous n'aurez aucun poste. Vous avez 11 millions de prolos qui ont voté pour vous. Vous n'aurez rien. Donc, venir dire aujourd'hui, faire des critiques au RN, je trouve ça, moi, un peu bizarre quand même. Hein. Donc, il faut peut-être être un petit peu réaliste. Ils n'ont aucune raison d'être gentils. Hein, et ils manœuvrent. Ils ont pris une bonne douche froide le 7 juillet. Donc aujourd'hui. Ensuite, LFI. Deuxième raison. LFI. Le problème aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon, il est très simple. Il est que pour la énième fois, il a voté Macron et fait voter Macron. Oui. Ces gens-là, le NFP, leur candidat à la présidentielle, plusieurs fois, aux législatives, les macronistes, ils ont voté. Et il faut effacer les traces. Alors, on fait de la gesticulation oppositionnelle en s'efforçant de ne surtout pas ébranler le système. C'est ça le problème. Oui. C'est que ça n'est véritablement qu'une opération d'enfumage. Non, regardez comment je suis opposant, moi. Non, t'es pas opposant, Mélenchon. T'as voté Macron. C'est tout. Alexandre Langlois, juste on reste un tout petit peu sur ce volet politique. Vous imaginez le scénario de pas de nouveau gouvernement, on fait durer comme ça le truc jusqu'à la prochaine présidentielle, le scénario un peu fiction auquel on n'aurait jamais pensé jusqu'à maintenant?
Ah, il y aura toujours le problème de la présentation du budget, quoi Oui, qu'arrive en octobre 2024. oui. Donc, au pire, il y aura peut-être pas de Premier ministre, mais il y aura une tutelle internationale. Donc, dans les deux cas, Macron sera content parce que comme ça, son programme sera appliqué en disant c'est pas moi, je m'en lave les mains. Ils n'ont pas voulu m'aider à mettre un Premier ministre. Maintenant, on est sous tutelle de l'Europe. Ce sera plus simple d'être en direct avec Madame von der Leyen et de direct avec le FMI. Ouais, ouais. Gagnons du temps. Ça évitera de l'inviter de façon saugrenue dans certains voyages diplomatiques. Voilà, il y aura une raison officielle. Et après, ça peut durer longtemps. Mais Macron est sur une dérive complètement autoritaire depuis un moment. On a pu constater que tout son régime ressemble de plus en plus à un régime fasciste. Donc, il est tout seul. Il décide tout seul. Je rappelle que, comme Régis l'a dit, quand il se mêle de nommer les ministres, il l'a déjà fait sous les gouvernements de Madame Borne. Sous les gouvernements précédents, c'est lui qui disait je vais mettre lui à tel poste, telle personne à tel poste de ministre, alors que c'est pas de sa compétence. Ensuite, on a un problème constitutionnel aussi qui dit le président nomme le Premier ministre. On avait déjà le cas sous Mitterrand, c'est différent. Le président signe la loi. Bon, et Mitterrand avait dit je refuse. Mm. Ben, en fait, il n'y a rien de contre-pouvoir dans la Constitution contre le président. Tout le pouvoir législatif, son contre-pouvoir contre l'exécutif, c'est face au Premier ministre. Donc, vu qu'il n'y a plus de Premier ministre, j'ai une situation hyper J'avoue. confortable pour Oui, c'est Emmanuel vrai. Macron, où il n'y a aucun contre-pouvoir contre lui. Le seul, c'est sur le Premier ministre. Mais s'il n'y en a pas, ben, il décide tout seul, comme il a toujours fait d'ailleurs. Mais là, comme ça, il n'y a même plus besoin de s'embêter. Comme il avait dit, les corps intermédiaires sont une perte de temps, c'est pas de l'efficacité. La démocratie est une perte de temps, c'est pas de l'efficacité. Et pour paraphraser M. Valls, qui était à l'époque à mettre des 49.3 dans tous les sens, il a dit voilà, on fait des 49.3, on passe en force dans tous les sens, parce que des fois, la démocratie est une perte d'efficacité. Donc, on est face à ces bureaucrates, ces énarques, ces gens qui sont déconnectés, qui disent on veut de l'efficacité, on veut aller dans le sens qu'on a décidé, et le reste, c'est des broutilles. Et en fait, les gens ne bronchent pas vraiment, parce que les gens, quand ils ont bronché, ils se font tirer dessus, ils savent ce qui va se passer derrière. Donc, j'aimerais bien un mouvement populaire qui donne une alternative politique à ce qui se passe, mais bon, bah, je crois que Régis l'a résumé. Les politiques en face, quel que soit leur parti, parce que même ceux qui sont arrivés en tête et rien de tout ça, en fait, ils sont tous dans la même équipe. S'ils ont eu le droit de se présenter, c'est le système leur autorise un rôle dans cette pièce de théâtre. Donc, c'est pas d'eux qu'on va attendre quelque chose. Donc, il faudrait mettre tous ces gens dehors et qu'on arrête de parler d'une classe politique, mais qu'on ait des élus. En fait, des gens qui viennent réellement du peuple et pas des gens qui ont fait un métier. Quand on pose la question à un politique, en général, quel est ton métier, homme ou femme politique? Ben, c'est pas un métier techniquement. Donc en fait, la situation va pas vraiment se débloquer, sauf si le peuple se réveille. Mais vu ce qu'on a pris les dernières années dans les dents, c'est pas gagné. Donc peut-être s'il y a une mise sous tutelle, voilà. Intéressant, oui, comme scénario. Alors, Perspective intéressante. ouais. Je voudrais rajouter un Allez-y, tout petit allez-y. point, Clémence, concernant ce que j'ai dit Je sur vous ai le rajouté RN. un quart d'heure cette année, donc on est tranquille. Le RN, j'ai dit, il faut pas trop lui en demander. Moi, je lui en demanderais. Il devrait se préoccuper de l'intérêt de la France. Hein. Ah, on est patriote, nous qu'on est patriote, Oui, la oui. nation, etc. et tout. Là, mais signer la pétition, La destitution. la délibération de destitution, Mm. allez-y, pensez au pays. Mais le problème, pourquoi ils ne le font pas par petit calcul politicien, c'est pour ça que je les range dans la catégorie dont je parlais tout à l'heure depuis l'histoire de l'univers, c'est que ils se disent ah oui, mais si il y a une destitution, il va y avoir une présidentielle anticipée. Et là, avec ce qui s'est passé le 7 juillet, pour l'instant, la ligne Castor l'emporte, hein, et Marine Le Pen retournera à ses chères études. C'est ça le problème. On est tout le temps dans ce petit calcul. Bah oui, mais alors en même temps, on peut pense comprendre pas qu'il fasse des calculs. C'est pas. Eh oui, mais le problème, c'est la France, là. Ah oui, je suis d'accord. Alors, on va parler, puisque vous parliez, Alexandre Langlois, de ces Français qui se font taper dessus, on va parler d'Alexandre Benalla, qui tapait sur les Français. Eh bien, non-lieu donc dans la disparition du fameux coffre d'Alexandre Benalla, qui a été rendu, ce non-lieu, le 27 juin dernier. Donc, c'était l'affaire, vous savez, c'était un long volet ouvert à partir de 2019 sur cette affaire qui a éclaboussé le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. C'était la première affaire, il me semble. Je rappelle qu'il y avait une perquisition qui avait lieu dans le domicile d'Alexandre Benalla en vue de retrouver ses coffres. À ce moment-là, Alexandre Benalla était chargé de mission à l'Élysée. Et puis, on n'a pas retrouvé le contenu du coffre. On n'a pas retrouvé les armes. On devait trouver 3 pistolets, notamment, et un fusil, pour lequel il avait promis qu'il avait des autorisations. Bien, on n'a rien retrouvé de tout ça. Et alors, le contenu des coffres déplacés du domicile d'Alexandre Benalla sont susceptibles de contenir des éléments de preuve dans le cadre des enquêtes ouvertes à son encontre. Eh bien, ce contenu n'a pas pu être établi avec certitude, a déclaré le parquet de Paris. Voilà, on en est dans ce non-lieu. Je voulais évidemment, Alexandre Langlois, vous aviez porté plainte à l'époque avec Vigipolis, vous poser la question de ce que vous en pensez. Ah bah, c'est juste la fin de la farce. Effectivement, à l'époque, on avait porté plainte, on avait demandé une information complémentaire justement sur ce coffre.
Et résultat des courses, comme dans tout a été étouffé en fait. Il pourrait avoir un grand prix de la magie, parce que faire disparaître un coffre fort comme ça pendant une nuit, Mais c'est c'est vrai. incroyable. Mais à côté de ça, on voit que tout a été fait pour pas que ça marche. Je rappelle donc les faits déjà pour ce coffre. Alexandre Benalla fait tout pour faire traîner les choses et la perquisition est déclenchée à 20h30. 21h, plus possible de rentrer dans le domicile pour la trêve nocturne, enfin voilà. La porte résiste à la police parce qu'il n'y a pas de bélier disponible, le serrurier n'a pas les bonnes trucs les bonnes clés parce que c'est une porte avec une sécurité renforcée. Je rappelle que les meilleurs cambrioleurs mettent 15 secondes à ouvrir une porte. Donc au bout d'un moment, si on voulait rentrer, on mettait 15 secondes. Voilà, c'est pas une porte qu'arrête la police. Si par exemple il y a un incendie à quoi que ce soit, on est capable de rentrer. Donc la police est capable de rentrer. Résultat des courses, le lendemain matin, ils reviennent, il n'y a plus de coffre. Pendant la nuit, le coffre a été déménagé. Et il y avait quelque chose d'assez intéressant le lendemain matin, c'est qu'il y avait un agent de l'IGPN, donc l'inspection générale de la police nationale, qui était présent, qui n'était pas là la veille, et qui a priori, il n'y a absolument rien à faire sur une enquête judiciaire. Donc ça pose des questions et on n'a toujours pas le pourquoi cette personne était là. Et enfin, au final, ce qui est assez amusant, c'est que j'espère que ça va faire une sacrée jurisprudence parce que à l'époque, c'était Monsieur Molins, un ami de Régis et un de mes amis aussi, qui était à l'époque en charge de tout ça, mais qui attendait sa promotion au niveau de la Cour de cassation, qu'il a eu d'ailleurs, et qui avait dit non, mais vous inquiétez pas, regardez, Monsieur Benalla a ramené le pistolet et les armes qui étaient dans le coffre. Donc c'est bon. Oui. Donc ce qui veut dire, si on traduit de façon très simple pour toutes les affaires Bah criminelles oui, en cours, oui, c'est intéressant. si on traduit, ce qui veut dire, c'est que demain un dealer se fait arrêter. Il dit chez moi, je vous promets, j'avais juste une barrette de shit. Les tonnes de cocaïne qu'il y avait, c'est pas vrai. Je vous les présente, tenez, voilà la barrette de shit qu'il y avait chez moi. Ah bah si vous le dites, alors c'est bon. Donc pas besoin d'aller faire plus loin, on vous croit. Donc ça veut dire qu'à partir de là, on croit les gens qui sont mis en cause. On leur dit pas de problème, c'est vous qui amenez les preuves, c'est vous qui faites l'enquête et nous on vous enregistre ce que vous avez dit. Donc je veux dire, c'est la porte ouverte à n'importe quoi, ce qui veut dire que demain, n'importe quel criminel va dire jurisprudence Benalla, c'est moi qui amène les preuves de ma mise en cause. Donc du coup, rassurez-vous, tout va bien. Et encore, voilà, il dit il y avait ça. Donc au final, on ne sait même pas s'il y avait ça dans le coffre, il a ramené des armes. Mais est-ce que c'était les bonnes? Est-ce qu'il a les autorisations? On n'en sait rien. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce coffre? On n'en sait rien non plus. Donc au final, ça met longtemps. Et maintenant, effectivement, ce qui était la stratégie qu'on avait détectée à l'époque, c'était de faire durer le plus longtemps l'affaire Benalla pour que la pression populaire retombe et que quand tout serait jugé et tout remis, ça passera en petite brève dans la presse et puis plus personne s'en inquiétera parce que l'affaire est trop vieille. Et c'est ce qui se passe actuellement. À l'époque, que tout le monde suivait à fond et la justice est tellement longue et a pris tellement de temps que finalement, Alexandre Benalla est dans la nature. A priori, il continue de voir Emmanuel Macron. Il continue. Au demeurant, je l'avais rencontré, quelqu'un de très gentil, un escroc avec un grand sourire. Voilà. Ouais, c'est ça, il a de l'humour en tout cas sur son compte Twitter. Tout le temps, mais voilà, en fait, il fait ça parce qu'il a compris que le système lui ferait jamais rien. On est face à une vaste farce. Je pense qu'il y a un accord, il y a un accord tacite entre les deux. Tu ne dis pas ce qu'on a fait ensemble et nous ne t'embêterons pas plus que ça. Ça, il dit pas ce qu'il va faire ensemble parce que même pendant son procès, donc son responsable hiérarchique à l'Élysée, quand il lui demandait qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron sur son temps, juste ton emploi du temps quand Emmanuel Macron n'est pas en fonction sur le temps privé d'Emmanuel Macron, il a dit je n'ai pas le droit de te le dire. Donc le supérieur hiérarchique d'Emmanuel Macron à l'Élysée avait interdiction de rendre compte juste de l'emploi du temps où était Emmanuel Macron sur son temps privé. C'est-à-dire donc en fait, il pose aussi des questions sur le paiement. Est-ce que Alexandre Benalla faisait ses heures? Comment ça se passait? Mais même ça, il n'avait pas à en parler à son supérieur hiérarchique. Il y avait une interdiction. Donc effectivement, il doit y avoir des choses à se cacher. Voilà. Oui, c'est pas glorieux. Alors, Régis de Castelnau. J'avais fait un petit pointage au moment de l'affaire Benalla sur le nombre d'infractions commises dans tout ce qu'on nous racontait, puisqu'il y a eu une offensive lancée par Ariane Chemin dans Le Monde contre Benalla et contre Macron. On n'a jamais su vraiment pourquoi. Il y avait un commanditaire dans le scandale. Mais j'avais fait un petit pointage des infractions. Il y en avait une trentaine. Pas loin. Alors, pas seulement ce qu'avait fait Benalla. Bon, sur le coffre, merci Alexandre d'avoir déclenché les procédures. Oui. François Molins, qui a été le pied sur le frein, a refusé l'enquête préliminaire dans un premier temps. Donc, c'est ensuite qu'il a fallu passer par l'instruction, par l'information judiciaire et la nomination d'un juge d'instruction. Il l'a fait et il en a été largement payé. Pas assez à son goût, puisqu'il pensait qu'il allait être garde des Sceaux et que Macron a préféré Dupond-Moretti, et ça a débouché sur toutes les histoires postérieures. Mais sur cette affaire, ça raconte, une fois de plus, le rapport de la magistrature, de la justice avec le système Macron. Ils l'ont fait élire en 2017, ils continuent à le protéger. Voilà, c'est incroyable cette affaire.
de ce, Mais nous là, a très bien raconté par Alexandre, le coffre disparaît, mais non, tout va bien, il est revenu, il a ramené. Hein, on imagine qu'il y avait des secrets d'État peut-être dans le coffre, qu'il y avait des choses bien sûr. peu avouables. Bon, c'est les petits secrets de la raison d'État, je veux bien. Il n'empêche quand même que la justice a accepté de violer sa propre légalité et de rendre un nouveau service. Voilà. Mm. C'est une justice politique. Bon, ben ça continue. Hein. Oui, une Et justice surtout, aux ordres. surtout, précision, c'est qu'en plus, les enquêteurs et tous les personnels de police sont le secret de l'enquête. C'est-à-dire que là, ils n'étaient pas nombreux à y avoir accès. S'il y avait eu une fuite, il y en a qui seraient partis pour très très loin dans les emmerdes et les problèmes juridiques, ce qui aurait été logique. Donc en fait, s'il y avait des choses autres qui ne concernaient pas l'enquête, les policiers étaient tenus au secret. Et donc à partir de là, c'est aussi un manque et une défiance vis-à-vis des services de police. Oui, ouais, bah, en tout cas, ce qui est intéressant, en effet, c'est la justice aux ordres. Et puis, encore une fois, l'absence d'opposition. Là, on pourrait entendre des mots, au moins des mots, toujours Oui, des des mots, mots. mais Oui, Je repense à l'époque, justement, sur cette affaire Benalla. Le Sénat avait fait un travail aussi à l'époque pour oui, essayer de faire une enquête. Et commission j'ai d'enquête, vu ouais. plusieurs responsables de différents partis politiques qui étaient sénateurs de la commission d'enquête qui nous a dit nous, on ne pourra pas aller plus loin. Politiquement, on sera bloqué. S'il doit se passer quelque chose, ce sera si votre plainte aboutit. Si vous avez besoin d'aide, on est là pour vous aider. Effectivement, le rapport du Sénat sert à caler des portes. Aujourd'hui, une affaire Benalla pourrait se reproduire, sauf que maintenant, on apprend de ses erreurs et ce sera sans doute beaucoup plus discret du point de vue de l'Élysée. Mais ce qui veut dire que derrière, il n'y a plus de sortie politique. C'est pour ça qu'à l'époque, on avait déposé plainte parce qu'il n'y avait aucune sortie politique possible. Les gens pourront raconter, dire des choses, c'est pas bien. On pourra faire une énième Darmanin pour quand il dit je m'indigne ou je suis, voilà, il dit je condamne. On peut condamner oralement, mais je veux dire, on peut dire plein de choses, mais au final, ça ne change pas le fond du problème. Oui, mais Et pour le malgré tout, temps, la commission d'enquête avait le mérite, comme votre plainte d'ailleurs, de mettre ces échanges qui étaient quand même surnaturels avec Alexandre Benalla sur le devant de la scène. Et ce qui fait que les Français qui voulaient bien s'y intéresser pouvaient quand même réaliser au moins l'énormité du truc. Et ça pouvait permettre aussi d'orienter un vote ou de mieux comprendre ce qui se passe à l'Élysée. Bon. on est d'accord, ça c'était le petit côté derrière, mais qu'au Mm. final, qu'est-ce qu'on a? On a Macron, les Oui, arrangements bah ça, politiciens ouais, derrière. ouais. Donc, malheureusement, en tout cas, je regrette rien parce qu'on a fait tout notre possible pour que ça ne se reproduise pas. Parce que le début, je rappelle que le but de la plainte de l'époque, ça avait été que chacun soit condamné pour ce qu'il a fait, mais que derrière, ça ne se reproduise pas et qu'on mette des garde-fous pour Oui. que ça n'arrive plus. Et à la passe, on avait eu un Emmanuel Macron qui avait dit on n'est pas dans la République des fusibles, s'il y a besoin, venez me chercher. Et effectivement, on n'est pas dans la République des fusibles, vu que nous sommes dans une monarchie des fusibles. Donc à partir de là, pas de problème. Ouais, allez, je vous garde. Mais attendez, Ouais. Alors, Clément, j'essaie. c'est une technique, c'est une technique, c'est une technique. Vous venez de dire, mais comment se fait-il que les politiques ne réagissent pas? Ouais. Vous avez raison, mais la technique est la suivante. Hein. Quand les faits se déroulent et s'ils sont gênants pour le pouvoir en place, euh, le Sénat va bouger, comme dans l'affaire Benalla, comme dans l'affaire du fonds Marianne, le Sénat va bouger. Oui. Et là, on ouvre une information judiciaire ou on ouvre une enquête et les parlementaires sont obligés de dire il y a des limites qu'on ne peut pas franchir Oui. puisque la justice Oui, est secret saisie. d'enquête. Oui. Et puis là, il se passe 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Hein. Ah, le coffre de Benalla, tout le monde est passé à autre chose. C'est ça ce qu'on appelle un enterrement de première classe. Donc c'est vraiment une technique. Regardez ce qui se passe avec le fonds Marianne. Le fonds Marianne, c'est un ignoble scandale, ignoble. On a spéculé sur la tragédie Ouais, pour ouais. donner de l'argent à des amis. Aujourd'hui, monsieur Sifaoui, hein, messieurs Rudi Reichstadt et compagnie, tous ceux qui ont touché dans cette opération de détournement de fonds publics, eh ben, ils sont pignons sur rue, on voit que. Hein, Ah bah oui, oui. Ouais, ouais, ouais. hein. Il se passera rien. La justice, elle a ouvert une Et information même, judiciaire. ils sont Il y encore a des plus juges donneurs, d'instruction, ils ne bougeront pas. ils sont encore plus donneurs de morale que les autres. Ça, c'est quand même brillant. Non, vous avez raison. Là, il y a quand même un problème de beaucoup de choses, en fait, d'opposition politique, de contre-pouvoir et de presse qui ne fait pas forcément son travail. Alors, je voulais me retourner vers Alexandre Langlois, un autre sujet qui vous concerne directement, le refus d'obtempérer, qui concerne évidemment les forces de l'ordre en premier, et évidemment tous les Français. Je rappelle ce drame, Éric Comines, gendarme de 54 ans, décédé le 26 août, après avoir été percuté par un véhicule à Mougins,
Dans un fameux donc refus d'obtempérer, et là on va revenir sur ce terme et ce que ça signifie, le chauffard a quand même déjà 10 condamnations, donc le meurtrier, 10 condamnations à son casier judiciaire et avait été interpellé pour conduite en état d'ivresse et ou sous stupéfiant. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Je rappelle qu'après, vous aviez fait une recension en plus, Alexandre Langlois, mais en tout cas, après, on a été très marqué par le décès de la petite Camilla, une fillette de 7 ans. C'était le 29 août, donc quelques jours seulement après, qui a été percutée, elle, par un motard qui faisait de la roue arrière et elle est décédée. Et le suspect à 19 ans a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Bon, il se trouve que ces refus d'obtempérer se multiplient et que la justice, elle, n'a pas l'air forcément très présente ou très sévère vis-à-vis de ces refus d'obtempérer qui continuent donc de tuer enfants et forces de l'ordre. Je voulais évidemment vous faire réagir à ça d'abord, Alexandre Langlois, et ensuite on parlera des menaces contre la femme, la veuve, Harmonie Comines. Mais d'abord sur les refus d'obtempérer, Alexandre Langlois. Vous-même, vous avez entendu parler, vous aviez remarqué ce phénomène se multiplier? Ça se multiplie parce que derrière, il y a des consignes contradictoires et effectivement, les politiques n'ont jamais tranché entre se dire si un refus d'obtempérer, quelles sont les consignes qu'on donne aux forces de l'ordre? Est-ce qu'on leur dit vous poursuivez la personne pour l'arrêter avec le risque de faire un accident? En plus, donc un suraccident avec quelqu'un, ce qui est arrivé aussi à Paris récemment sur une course-poursuite, le chauffard a fait un accident et a blessé un passant suite à la course-poursuite, mais est-ce qu'il n'aurait pas fait de toute façon des blessés parce qu'il conduisait alors qu'il n'avait pas le droit de conduire? Donc, question. Et la question, moi, que je me souviens à l'époque, c'est qu'il y avait par exemple des rodéos et des choses comme ça, et il y avait marqué, surtout les poursuivez pas pour éviter justement qu'on soit mis en cause pour une intervention en disant que c'est la course-poursuite de la police qui a déclenché des victimes. Et avec marqué comme consigne à l'époque, c'était si quelqu'un appelle pour un rodéo ou des choses comme ça, vous dites qu'on a bien pris en compte leur appel. Mmh. Voilà, mais du coup, vous faites quelque chose? Non, on a bien pris en compte le rappel, on va le noter dans un registre, mais on va surtout s'empresser de rien faire. Donc derrière, en fait, le problème, c'est que si les gens aujourd'hui se disent je risque plus à m'arrêter qu'à partir, les gens vont continuer de faire des refus d'obtempérer. Si quelqu'un est sous stupéfiant ou n'a pas le droit de conduire ou se dit là, si je me fais arrêter, je vais prendre pour un seul truc, je tente ma chance. Au pire, j'aurai pas plus. Parce qu'à la différence des États-Unis, où on rigole des fois de leur peine de prison de 220 ans, nous, on cumule pas les peines. On prend la plus grande et puis on peut pas aller plus loin. Après, des peines complémentaires éventuellement, mais je laisserai Régis développer ce côté-là. Oui. L'autre chose aussi, c'est que le refus d'obtempérer aussi, c'est qu'il y a un manque de moyens en France. C'est-à-dire que si aussi il y a des choses qui pourraient être faites, déjà il y a une chose qui a été faite, je ne sais plus quel gouvernement l'a fait, mais en tous les cas, ils ont mis des petites herses qui permettent de crever les pneus et de faire ralentir le véhicule, donc ça c'est une bonne chose, c'était une bonne idée. Mais l'autre chose aussi, c'est que pour que ça fonctionne, c'est que en France on fait des courses-poursuites, faute de personnel. Si jamais il y avait assez de policiers et de gendarmes sur le terrain, On pourrait bloquer. on bloquerait et puis fin de l'histoire en fait. Mais il n'y a pas ça. Le temps d'intervention et le nombre de personnes ne va pas et ça ne s'arrange pas. D'ailleurs, il y a toujours un problème de recrutement suite au dernier concours de la police notamment. Oui. Donc, à partir de là, il n'y a pas de solution miracle. Et derrière, il y aura des drames. La solution miracle, ce serait de se dire qu'il y a assez de policiers et de gendarmes sur le terrain pour quadriller le terrain et arrêter les gens de façon... voilà. Et puis derrière, la justice, il faudra qu'elle fasse son travail, mais la justice, encore, il faut qu'elle fasse le travail avec les textes. Donc, en fait, si on regarde les textes, derrière, il faut remonter une fois de plus au pouvoir législatif. Parce que les prisons sont engorgées. Même Nicolas Sarkozy... Oui, mais attendez, parce que pour le coup, je crois que la justice, souvent, on dit oui, il faut une nouvelle loi, une nouvelle loi. Il me semble qu'on a quand même un arsenal juridique, et qu'il suffirait que la justice aille piocher un peu là-dedans. Voilà, on va avoir aussi la réponse de Régis sur ce sujet, mais qu'on a à peu près ce qu'il faut pour pouvoir être sévère en France. C'est juste qu'on est toujours sur la peine minimale. Le problème derrière, c'est que si je repense à Nicolas Sarkozy à l'époque, donc qui était président de la République, qui avait dit à un juge qui lui avait reproché, vous avez envoyé quelqu'un en prison pour tel fait, donc qui était un fait assez grave, mais pas criminel, mais qui avait dit, oui, mais il n'y a plus de place en prison, donc vous arrêtez de me les remplir. Donc, des fois, il y a des consignes politiques derrière en disant on ne va pas faire ça. Et après, le système derrière qui pourrait être intéressant où il n'y a pas les moyens de le faire, il y a des peines complémentaires, notamment des travaux d'intérêt généraux. Moi, j'aimerais bien qu'on envoie tous ces chauffards dans les hôpitaux où il y a des blessés graves, notamment à Garches en région parisienne, où ils voient les blessés de la route, ce que ça fait, qu'ils aient des travers. Là, on leur dit soit on vous met un petit peu en prison, quand ils vont ressortir, leur addiction à l'alcool ou leur mauvaise conduite ne sera pas changée. Certaines personnes aussi se disent j'ai plus de permis, mais j'habite dans un endroit où j'ai pas le choix de prendre ma voiture parce que sinon je suis coincé. Donc, pareil, ils vont reprendre leur voiture en disant sinon je ne peux plus. Donc, il n'y a pas d'accompagnement derrière pour que les gens, quand ils ont fini de purger leur peine, ils ne recommencent pas. En fait, on les punit, mais on n'améliore pas la chose pour que ce soit plus un danger pour la société après leur peine. Donc, de toute façon, le système est vicié. Et là, vous parlez quand on les punit, parce que c'est pas toujours le cas.
Tout à fait. On a Et quand même même des pour aller plus récidivistes. loin Oui. sur le danger de la route, parce que le danger de la route, effectivement, il y a les victimes de la route, des chauffards, et cetera, des forces de l'ordre, mais les fonctionnaires les plus qui sont le plus tués en France, c'est ceux qui s'occupent des routes, justement, à cause des chauffards. C'est tous les anciens de la D2, et cetera, tant qu'ils sont plus ça, mais en fait, c'est ces fonctionnaires-là qui sont le plus tués à cause, justement, de la dangerosité de la route. Donc, il y a quelque chose à prendre de façon générale qui est beaucoup plus loin que le cadre police-justice. Je veux dire, on doit comment on sécurise des routes pour que les gens puissent juste arriver d'un point à un autre en sécurité et que les usagers autour puissent finir en sécurité. Donc il y a quelque chose de global à revoir. Et si on prend que par tuyau d'orgue en disant il y a un drame, donc il faut qu'on réagisse, on va jamais résoudre le problème. Et après, je vais laisser Oui. Régis dérouler sur le côté justice et condamnation derrière. Mais en tout cas, d'un point de vue police et ce que j'ai vécu, on était assez démunis parce qu'on nous dit dans la priorité des choses, c'est pas les priorités. Ça fait des drames, oui, mais après il y a des trafics de drogue, il y a d'autres choses. Il n'y a Mm. pas les moyens et les personnels suffisants pour être efficace. Et peut-être que même ça rapportait pas assez de points dans la politique du chiffre aussi. On peut- Ou un chiffre est un chiffre, de toute façon, on les manipule, donc ils mettent ce qu'ils veulent. Pour Oui. résumer ça, il y avait un collègue à l'époque qui avait dit oh, écoutez, mettez ce que vous voulez dans les tableaux statistiques et laissez-nous faire notre travail. Ah, ok. Ça a le mérite d'être clair. Allez, Régis. Alors, Alexandre a parfaitement posé le problème. Maintenant, est-ce que la réponse judiciaire est à la hauteur? Je dirais, alors, en amont, euh, cette question des refus d'obtempérer, elle est aussi liée à la question du permis de conduire, son coût, la formation, etc., qui fait qu'il y a énormément de gens qui conduisent sans permis. Mm. Je n'ai pas les statistiques, mais que effectivement, le refus d'obtempérer est souvent lié au fait que les personnes sont en infraction, Mm. ce qui ne justifie pas. Alors, c'est un phénomène qui se multiplie parce qu'il n'y a pas la réponse judiciaire que cette infraction, qui est gravissime, j'insiste, n'a pas la réponse judiciaire qu'elle devrait. Alors, petite incise, Clémence, concernant l'affaire de Valoris, je me suis intéressé au fond du dossier. C'était pas un rodéo. Hein, c'était pas un rodéo, c'est quelqu'un qui était sur une moto puissante qui a effectivement commis cette infraction, homicide involontaire, mais il s'est arrêté, il s'est préoccupé de la fillette, il n'est jamais été repéré par les services de police, il est étudiant, donc on a considéré que, bon, voilà, mais l'émotion a été effectivement très forte. Alors sur la réponse judiciaire, je vais prendre l'exemple de non pas de Comines, de ce gendarme. J'ai vu la vidéo, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ouais, Le type arrive à fond, il arrive à fond et il l'envoie voler. Hein. Donc c'est épouvantable. Eh bien, je vais me parler de cette gendarme qui a été tuée il y a 4 ans, un peu dans les mêmes circonstances. Il y a 4 ans. Qui a été traîné, c'est ça? Oui, elle a été tuée dans un refus d'obtempérer, etc. Eh bien, messieurs les magistrats, tranquillement, 4 ans plus tard, l'affaire n'est toujours pas jugée et le prévenu est en liberté. Voilà, je suis tout à fait désolé, ça n'est pas acceptable. Oui. Il n'y a pas de réponse. D'abord, pour montrer l'importance aux délinquants éventuels, pour montrer l'importance de l'infraction, pour dissuader, et également vis-à-vis de l'opinion publique. C'est intolérable. Alors, je ne sais pas du tout la peine qui lui sera infligée à terme, mais enfin, on n'a pas le temps de s'occuper depuis 4 ans de faire passer la personne en jugement. Ça devrait prendre 6 mois maximum, une affaire de ce type. 6 mois plus tard, la personne devrait être jugée, on devrait savoir quelle est la peine qui lui est infligée. Ensuite, toujours sur ces réponses judiciaires, quand je vois ce qui s'est passé avec l'affaire Naël de Nanterre, c'est un refus d'obtempérer. Hein. Le policier a fait usage de son arme, on sait les conséquences, les émeutes, etc. Il a lui-même fait presque 8 mois de détention préventive. Toujours est-il que vous avez une partie de la classe politique qui, dès qu'il y a un incident, met en cause les forces de l'ordre, systématiquement, hein, s'il y a des blessés ou n'importe quoi, il y a eu une course-poursuite. Donc, le laxisme de la justice, je pèse mes mots en l'utilisant, qui est un laxisme lié aussi au manque de diligence, qui est un laxisme lié au fait, enfin, attendez, le gars qui a tué, parce que moi je prends mes responsabilités après avoir vu cette vidéo, le gendarme, Comines, eh bien, il
avait 10 condamnations à Ouais, son ouais, casier c'est ça. judiciaire. Il n'en avait effectué aucune. Enfin, écoutez, Et là, c'est ça une... pose un problème aussi pour les policiers, enfin les forces de l'ordre en général, de se dire oui, si je réagis, ça va me retomber sur moi de toute façon. Maintenant, contrairement à ce qu'on peut croire, les policiers sont vraiment dans la retenue sur toute réaction, surtout armée. Et puis dans l'autre sens, bah, c'est ça, bah, en 2 secondes, il faut qu'ils décident, est-ce que je réagis peut-être pour me sauver ma propre vie, ou est-ce que je reste sans bouger, sans tirer, par exemple, sur les roues de la voiture ou je ne sais quoi. Et là, oui, on pose des problèmes qui doivent se régler en 2 secondes. Vous allez nous dire, Alexandre Langlois, mais qui sont en fait parfois Non, vitaux. Ouais. je voudrais donner deux exemples. Il y a quelqu'un qui est venu, je crois que c'était, je ne sais plus dans quelle mairie du Sud-Ouest, qui a mis le feu. Mm. Oui, oui. Il est venu Ouais. mettre le feu à une mairie. Il y a eu un policier municipal qui a sorti son arme, hein, et qui l'a neutralisé. Il l'a pas tué, il l'a neutralisé, il l'a blessé. On a le procureur qui est arrivé faire une conférence de presse. Il dit voilà, il y a eu 2 informations judiciaires qui ont été ouvertes, une pour incendie volontaire contre la personne présumée incendiaire et contre le policier qui a fait usage de son arme. Contre, il a dit contre. C'est tellement révélateur ce lapsus, c'est tellement révélateur. Et dans le même temps, vous avez sur les chaînes d'information, vous avez une chercheuse au CNRS, hein, qui vient et qui dit « Oh mais oui, mais c'est pas grave les rodéos, c'était juste après la mort de la petite et on pensait que c'était un rodéo. Mais oui, vous comprenez, ils ne savent même pas que c'est interdit. » Hein. Donc, qui avait déjà dit après l'affaire de Romans-sur-Isère que c'était en fait les Montaigu, les Capulet, c'était Oui, ça c'était génial. Roméo et Juliette et tout. Non, mais attendez, elle est systématiquement invitée et donc vous avez l'establishment, vous avez des gens payés par l'État, chercheuses au CNRS, et qui viennent, qui vous disent mais non, mais On attendez, a c'est l'extrait pas sonore, si vous voulez, on peut l'écouter et on en reparle. Mais je voulais, attendez, je vous préviens tout de suite parce qu'il va falloir qu'on soit sérieux. Je voulais qu'on parle très rapidement de Pavel Durov avant qu'on donne la parole à Didier Maisto. Donc on va juste revenir un petit peu sur ce sonore et ensuite Pavel Durov. C'est que, en fait, ces jeunes gens qui font des rodéos urbains, ce ne sont pas des voyous. Ce sont des jeunes gens qui, d'ailleurs c'est intéressant l'idée du Covid, qui s'ennuient, qui n'ont pas de distraction. Vous savez, c'est West Side Story. On se retrouve dans les bandes, on fait des bêtises, etc. Alors parfois ça a des conséquences épouvantables. Et donc c'est clair. Mais décider de mettre en prison ou d'être extrêmement répressif à l'égard de ces jeunes gens qui 2 ans après vont se marier, vont trouver du boulot et finalement seront des citoyens comme vous et moi, c'est un peu comme le tag. Moi j'avais une amie de très bon chic bon champ dont son fils faisait des tags et c'était dangereux parce que finalement pour lui, déjà, je crois qu'il est... Et en même temps, c'était un bon garçon. Maintenant, il est marié, il a des enfants, il a un très bon travail. Donc, décider de la répression sur ce genre d'activités qui sont dangereuses, je ne suis pas en train de dire le contraire, on le voit, mais qui finalement sont mises en place ou utilisées, sont effectuées par des gens qui ne sont pas des délinquants au départ, même s'ils savent peut-être même pas que c'est interdit. J'imagine pour certains. Mais enfin, bon, si. Enfin, bon, en tous les cas... C'est beau, hein. la bêtise bourgeoise. Ouais. Bon. Mais juste sur Alors, ça, allez, un mot Alexandre Langlois et rapidement. on part sur Pavel Durov. C'est ça, là, on voit où la police, si elle pouvait faire son travail correctement. Moi, j'avais encore des copains qui avaient fait ça, qui avaient dit, nous, on allait voir les femmes qui étaient au square avec leurs enfants, il y a des rodéos, des choses comme ça. Alors, on disait, t'as vu, il y a lui là-bas, il est en train de faire un rodéo. Oui, alors, il a peut-être percuté ton gamin. Du coup, la pression sociale dans le lieu de vie, le lendemain, tout le monde avait passé les numéros et les gamins, ils faisaient plus de rodéo. Parce qu'ils ont dit, attends, ouais, c'est vrai qu'il va peut-être percuter mon gamin. Et du coup, la pression sociale du quartier faisait que c'était terminé. Et c'était beaucoup plus efficace. Et pour ça, il faut que les policiers puissent avoir un contact avec la population. Oui, police de C'est de plus en plus proximité. compliqué. Ouais. Voilà. Et du coup, ça règle le problème. Et Oui, enfin, pardon, je suis désolée. Si on a besoin que le policier aille prévenir la maman que c'est pas bien ce que fait son fils. Pas sa maman, la maman des autres enfants du square. D'accord. Les autres, oui. Et après les autres parents, il y avait aussi les services sociaux complètes. Il y a plein de choses à mettre en place. Et après, que la personne sache pour rebondir sur le petit extrait, ils se doutent bien que c'est dangereux. Donc, à partir de là, ils savent ce qu'ils font. Voilà, que ce soit interdit ou pas, il y a une mise en danger des autres. Donc ce sont des voyous. Voilà. Ouais. Allez, on arrête tout de suite parce que je voudrais. Nous avons pu lire tous le long thread de Régis de Castelnau sur Pavel Durov. Je voudrais que quand même vous nous en fassiez part de vive voix. Je rappelle, Pavel Durov, fondateur de Telegram, a été arrêté par la police en France après son atterrissage au Bourget, le 24 août dernier. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire. Alors officiellement,
C'est pour son manque de collaboration et de modération de la plateforme qu'il a été interpellé. Il serait visé par un mandat de recherche en lien avec son service de messagerie. Bon, j'avais un petit extrait d'Emmanuel Macron qui s'explique dans la conférence de presse, mais on ne va pas le passer, on va perdre du temps. Je veux votre avis tout de suite, Régis de Castelnau. Écoutez, c'est une affaire d'État. Ce sont des enjeux très importants que tout ce qui concerne ces messageries, tout ce qui concerne ces plateformes de réinformation, parce que ce sont les réseaux, je pense que c'est un pion, le Pavel Durov, dans une bataille internationale. Une cible importante, c'est Monsieur Elon Musk, qui a passé une alliance avec Donald Trump, et on sait très bien les enjeux que ça implique. Évidemment. Donc je pense que la France, pour une raison que j'ignore, non, si, je connais la raison, je viens de la donner, mais la France a fait le sale boulot pour les autres. Qui lui a demandé? Ça, je ne sais pas. Moi, je pense que sur les États-Unis, c'est mon opinion, je n'ai pas d'éléments qui me l'établissent, mais ce que je peux dire... C'est pour être qui d'autre, pardon, mais oui. Oui, ben voilà, ça pourrait être qui d'autre. C'est une façon de désigner le présumé coupable. Oui. Non, ce que je veux ajouter, c'est que tout le montage juridique et judiciaire est une plaisanterie. C'est-à-dire que quand on voit la litanie des infractions qui lui sont reprochées comme complices, et en bande organisée, il y a tout juste le fait de brûler un feu rouge qui n'a pas été mis, c'est tout. Donc, et on a fait ça pour habiller. Et quand j'entends Emmanuel Macron venir dire mais pas du tout, la justice a fait son travail en toute indépendance, donc j'éclate de rire. Alors j'ai vu qu'il avait été couvert par le Canard enchaîné qui dit c'est vrai quand on voit ce qu'est devenu ce pauvre canard. Donc c'est un montage qui a été fait qui montre bien que la justice est un instrument du système. Alors elle l'est à partir de ses propres vision politique, de sa propre idéologie, mais une fois de plus, elle a rendu un service. Pavel Durov a été arrêté. Pavel Durov, ils n'ont pas osé le garder en détention. Je me demande qu'est-ce qu'il est venu faire en France, parce qu'il n'a jamais entendu parler de Julien Assange. Enfin, c'est quand même un petit peu curieux. Ces histoires de nationalité, le fait que Macron lui ait donné un passeport en 2021, les rapports avec les Russes. Bon, il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est une affaire d'État. C'est un problème international. La justice française, une fois de plus, a accepté d'habiller ça sous les oripeaux d'une fausse affaire judiciaire. Pour l'instant, c'est difficile d'aller plus loin. Oui, juste une réflexion. Hier, j'étais sur un plateau télé et j'entendais beaucoup de personnes suggérer, je ne vais pas les nommer, que c'était une très bonne chose qu'il ait été arrêté parce que c'était bon quand on voit ce qui se passe, et notamment les menaces contre Harmonie Commune, etc. C'était bon de réguler les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez réagir à ça? Réguler les réseaux sociaux, mais on sait très bien que c'est une blague, on sait très bien ce qu'il y a derrière, on sait très bien que c'est la volonté de casser la fonction de réinformation de ces réseaux. Les dominants, où que ce soit d'ailleurs, ça vaut pour la Chine, ça vaut pour la Russie, ils ont un problème. Ils maîtrisent leurs médias. En France, alors c'est une caricature, la plutocratie, les 12 plutocrates, ils ont tout. Et heureusement, il y a des Clément Soubiakova avec Toxin qui fait de la réinformation. Et donc, pour eux, c'est un problème. Pour ces dominants, c'est un problème. Et il faut les faire taire. Oui. Ils ont demandé à Thierry Breton d'être un des combattants de cette cause-là. Et je crois que, alors, la volonté de réguler, de combattre la haine sur les réseaux, oui, d'accord, mais vous avez vu ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Ça donne quoi? Comme par hasard, il y a des gens qui ont protesté et qui sont contre une immigration telle qu'elle se déroule en Grande-Bretagne, et il y en a qui ont fait des messages en disant mais qu'est-ce que c'est plus mon pays, qu'est-ce qui se passe, qui ont dit aux policiers mais finalement vous n'êtes plus anglais. Ils prennent des années de prison. Oui. Donc, non, c'est un prétexte, cette histoire. Si vous voulez, c'est pas compliqué, Clément. Si on donne les moyens de poursuivre les gens qui ont insulté la veuve du gendarme.
Ça, c'est pas très compliqué. Oui, surtout qu'on a les moyens bien légaux, sûr. l'Arsenal d'ailleurs, c'est ce que je rappelais hier. Allez, le mot de la fin pour Alexandre et Didier est déjà... ah bah, voilà. Et très beau, Didier, en Le plus. candidat est arrivé. C'est le candidat pour Matignon, Alexandre Langlois, le mot de la fin. Bah, ils veulent contrôler les réseaux sociaux et tout ce qui est réseau. Ils veulent pas le réguler, ils veulent le contrôler. Ils veulent contrôler la pensée. Ils veulent que partout ce soit la pensée unique. Ils font dès qu'il y a des émeutes, ils justifient ou des événements, ils justifient de contrôler les réseaux sociaux, voire de les suspendre. Ils suspendent tout, ils interdisent. Quand il y a des enquêtes en France, je rappelle par exemple Ariel Chemin, on en parlait, s'est tapé la DGSI dans la foulée. Donc en fait, dès qu'il y a des choses il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc en fait, ils veulent mettre leur nez partout. Et derrière, ce qu'on peut constater, c'est que même sans avoir accès aux messageries de façon de collaboration par la messagerie. Je repense par exemple, ça m'avait marqué il y a quelques mois pour la police, il y avait une CRS4 où il y avait des groupes, des boucles WhatsApp avec des messages racistes, etc. La justice a fini par les avoir, ça a fini par sortir. Il y a toujours un humain qui va donner ce qui se passe sur ça, qui n'est pas en accord sur il y a des choses très graves. Donc est-ce qu'on a besoin d'aller fourrer notre nez partout? Non, je ne pense pas, pour le respect de la liberté et de la vie privée, surtout qu'au niveau européen, normalement, ça devrait se justifier pour lutter contre les gros groupes américains. Et finalement, derrière, c'est ce qu'on constate, c'est que les gouvernements n'aiment pas ces zones d'ombre, alors qu'il y a d'autres moyens de lutter contre les dérives qu'ils dénoncent sur ces zones d'ombre, en fait. Plutôt que de dire, cassons la messagerie, les moyens de communication privée, condamnons les gens et allons chercher les gens qui font ça. On a toujours fait ça avant. Enfin, je veux dire, on n'a jamais condamné le patron de la Poste. Voilà, enfin, je veux dire, exactement, on n'a pas regardé les pigeons voyageurs, on condamnait pas le pigeon, hein, voilà, on condamnait les gens qui étaient de l'autre côté. Donc, en fait, on a toujours fonctionné comme ça, mais là, par facilité et envie de contrôle, surtout de contrôle, on veut casser tout ça. Donc, et vous savez qu'avec le pigeon voyageur, vous me touchez directement au cœur, c'est un sujet qui me touche beaucoup, le pigeon voyageur. Alors, merci à tous les deux, vous pouvez rester si vous le souhaitez, mais pas obligé, hein, parce qu'on a un candidat quand même pour Matignon qui est là avec nous en direct, donc si vous voulez lui poser une question et voir un peu ce qu'il a dans le ventre, eh bien n'hésitez pas à rester avec nous. En tout cas, merci beaucoup Alexandre Langlois, merci beaucoup Régis Castelnau, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison qui s'annonce riche en événements.